Je crois que je vous ai jamais encore filmé d'entraînement back épaule, je fais un petit peu un mix d'anglais-français, back and shoulders ou dos épaule, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois je vous montre quasiment que des séances jambes. Et je vous ai montré aussi une séance épaule, mais je ne crois pas vous avoir montré cette séance. Donc je m'en vais de suite la faire et je vais vous filmer ma séance du coup dos-épaule, qui est une bonne séance. Et du coup, voilà, que vous voyez un petit peu aussi plus de séances haut du corps et du coup une séance dos que je ne vous ai pas montré récemment. Première, ok. Premier exercice, c'est un unilateral seated. Premier exercice pour cette séance, c'est un unilateral seated pull down. Donc avec cet exo-là, le buste est légèrement penché en arrière, mais le dos toujours droit en fait. On ne veut pas avoir de cambrure au niveau du bas du dos pour justement bien engager le grand dorsal. Je commence toujours par des exos de grand dorsal parce que c'est un point faible que je veux vraiment développer. Donc je commence toutes mes séances dos ou là du coup back and shoulder. Je fais d'abord le dos avant les épaules et dès que je fais le dos, je commence toujours par le grand dorsal. Donc cet exo est vraiment bien en unilatéral pour justement bien pouvoir aligner le côté du grand dorsal avec le câble, avoir un travail beaucoup plus efficace, pouvoir bien amener le coude à la hanche et du coup avoir une amplitude complète. C'est un exo qui est vraiment intéressant pour surtout solliciter la partie iliaque et lombaire du grand dorsal. Donc les fibres, on va dire, plus en bas du muscle. Les fibres thoraciques vont être stimulées avec l'exo qui va venir après. Mais voilà, du coup, cet exo-là, c'est plutôt pour la partie basse du grand dorsal. C'est un exo hyper complet et qui isole très très bien ce muscle. J'ai fait 3 séries de 10 répétitions par bras. Du coup, donc 6 séries au total, 3 séries par bras et 10 répétitions. Ensuite, on passe donc sur un cable lat focus row. Donc justement, cet exo va travailler en majorité les fibres thoraciques, donc la partie haute du grand dorsal, tout simplement dû à la trajectoire du câble par rapport aux fibres. La partie lombaire va aussi être un petit peu impliquée là-dedans, évidemment. La partie iliaque moins. Donc on va dire que c'est plutôt le milieu et le haut du grand dorsal qui va être vraiment impliqué et ciblé dans le mouvement. Sur cet exo, on a aussi une différente courbe de résistance par rapport à l'exercice précédent. L'exercice précédent, le maximum de tension était à peu près au milieu de l'amplitude de mouvement, alors que là, c'est plutôt à la fin de l'amplitude de mouvement, donc quand le muscle est contracté au maximum, quand le bras est le long du corps. Donc on a une courbe de résistance qui est un peu différente et on a aussi du coup la partie du grand dorsal ciblée qui est un petit peu différente. Donc là, en ayant les deux exos, on a un travail complet du grand dorsal, toujours en unilatéral parce que franchement, c'est la meilleure manière de travailler le grand dorsal efficacement et d'avoir un bon recrutement de ce muscle. Et ouais, c'est comme ça que j'ai vraiment réussi à améliorer, à progresser au niveau de mon grand dorsal. Donc là, j'ai fait juste 2 séries par bras, une série de 8 reps et une série de 12 reps. Je finis le travail du grand dorsal avec juste un petit peu d'isolation pure et dure, on va dire. Donc là, c'est purement le grand dorsal, on peut pas mettre lourd du tout sur cet exo et ça permet de vraiment accentuer en fait l'étirement du grand dorsal vu que le bras passe devant le buste. Donc ça permet d'étirer au maximum le grand dorsal. Donc c'est un exo qui est vachement intéressant. Alors soit en finition comme ça, à la fin du travail du grand dorsal, soit en premier exo pour avoir un petit peu de pré-fatigue, on va dire, quand les personnes ont un peu de mal à sentir le grand dorsal lors des exos de pull down ou de rowing. Donc là, je finis avec ça parce que maintenant, j'ai acquis une bonne mind-muscle connection, donc une bonne connexion cerveau-muscle avec le grand dorsal. Donc j'ai pas besoin de pré-fatiguer ou quoi pour bien sentir mon grand dorsal avant de faire des pull down ou des rows. Mais là, du coup, voilà, je finis comme ça. Mais il peut être placé aussi au tout début d'une séance pour arriver à mieux sentir le grand dorsal lors d'exos à la suite, en fait. Donc je finis avec ça, 2 séries de 15 reps, juste pour accentuer la phase d'étirement du grand dorsal et avoir un tout petit peu plus de stimulus avant de passer au trapèze. Pour le travail des trapèzes,
des rhomboïdes et un petit peu de l'arrière d'épaule, on passe au T-bar row. Donc c'est un exo que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment efficace, surtout parce que la courbe de résistance est intéressante, vu qu'il y a le plus de résistance, le plus de tension lorsque le muscle est tiré, et quand la barre se lève en fait et se rapproche du muscle, en fait le bras de levier est plus court et donc on a moins de tension, il y a moins de résistance quand on est en haut, donc quand le muscle est contracté. Du coup, la courbe de résistance match bien la courbe de force du muscle. Donc c'est un exo qui est vachement intéressant et qui vaut le coup. En plus, on est stable vu que le buste est posé sur le support. Donc c'est vraiment top pour travailler de manière très très efficace le milieu du dos, on va dire. Donc trapèze, rhomboïde, etc. Et toujours bien penser à éloigner les omoplates le plus possible l'une de l'autre pour étirer au maximum les trapèzes, puis rapprocher les omoplates le plus possible l'une de l'autre pour vraiment contracter au maximum les trapèzes et avoir une amplitude complète de mouvement. Pour cet exo-là, j'ai fait 3 séries, 2 séries de 10 et une série de 15 avec une petite pause en étirement, une seconde de pause en étirement pour vraiment être sûr en fait que je fais un étirement complet et bien rester dans cette position avec les omoplates les plus possible éloignées l'une de l'autre. Après avoir fait du rowing pour les trapèzes et rhomboïdes, etc., on fait du pull down. Donc cet exo c'est un upper back pull down, tout simplement parce que avec l'angle du buste par rapport au câble, ça va beaucoup plus cibler en fait le haut du corps que le grand dorsal. Donc c'est pas un lat pull down, c'est un upper back pull down. Donc là pareil, on pense vraiment à éloigner les omoplates le plus possible l'une de l'autre, puis les rapprocher le plus possible l'une de l'autre. Dans cet exo là, l'arrière d'épaule va être un tout petit peu plus sollicité que sur le T-bar row parce qu'on a un tout petit peu moins les coudes qui partent vers l'arrière. Et donc ça va être plutôt l'arrière d'épaule en fait qui va être impliqué un tout petit peu plus, on va dire, par rapport au T-bar row et un petit peu moins les trapèzes par rapport au T-bar row, parce que ce mouvement là, en fait la résistance elle est plus élevée quand le muscle est contracté, contrairement au T-bar row où c'était l'inverse, et du coup c'est plus dur de ramener les coudes vers l'arrière, d'avoir une rétraction scapulaire maximale, et donc les trapèzes travaillent beaucoup mais un tout petit peu moins par rapport à l'arrière d'épaule, relativement au T-bar row. Donc les deux ensemble se combinent, on va dire, très bien, comme précédemment le lat focus row et le pull down pour le grand dorsal. Donc là c'est la petite combinaison qui est intéressante pour travailler de manière optimale les trapèzes, rhomboïdes et arrière d'épaule. J'ai fait 3 séries de 12 reps pour cet exo. Donc voilà, du coup ensuite le travail du dos il est fini, on passe sur les épaules avec du Nautilus Setter Raises, Nautilus parce que c'est le nom de la machine, c'est la marque. Donc là on cible évidemment le deltoïde latéral avec des élévations latérales. Donc là j'ai fait 2 séries de 10 et une série de 15, toujours bien contrôlée, et cette machine est vraiment top parce que chaque fois j'ai un pump de malade au niveau des épaules. Après j'ai fait évidemment un petit peu de shoulder press, donc hammer strength shoulder press. Pareil, hammer strength c'est le nom de la marque de la machine, et du coup là on travaille le faisceau antérieur du deltoïde. Donc en fait on cherche à travailler les 3 faisceaux, donc antérieur, latéral et postérieur, et moi je commence toujours par latéral, ensuite antérieur et ensuite postérieur, tout simplement parce que c'est l'ordre dans lequel je veux plus les développer, et ouais, du coup c'est comme ça que j'organise mes séances épaules. Et là du coup je fais juste du shoulder press, donc pareil, 2 séries de 10 et une série de 15 avec une amplitude complète, et toujours essayer de garder les avant-bras perpendiculaires au sol, donc verticaux le plus possible sur ce type de mouvement pour vraiment isoler le deltoïde et ne pas avoir d'implication biceps, triceps, ou alors tout ce qui est stabilisateur de l'omoplate, donc tout ce qui est infra et supraspinatus. Donc voilà, du coup avant-bras bien perpendiculaire, et on finit le travail des épaules avec du reverse pec deck. Donc là on cible le deltoïde postérieur,
Je fais les réglages de cette machine vu que c'est une prime. On peut ajuster la courbe de résistance et donc je fais en sorte que la machine soit réglée de façon à ce que la partie où mon deltoïde postérieur est étiré soit plus difficile en termes de tension, avec le plus de tension, et que quand je contracte, il y ait le moins de tension, donc pour vraiment matcher en fait la courbe de résistance et la courbe de force. Donc je finis comme ça les épaules avec du bon petit reverse pec deck. Et nous avons une séance qui est bien complète. Chaque groupe musculaire est travaillé efficacement et avec des angles différents, des courbes de résistance différentes. Et ça assure en fait que tout simplement on maximise l'hypertrophie pour chaque groupe musculaire. Donc voilà, comme ça vous avez vu ma petite séance épaules et dos et j'espère que ça pourra vous inspirer aussi pour vos propres séances. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes dimanche et je suis à, on va dire 7 jours, ouais, à peu près 7-8 jours de quitter la Roumanie. Donc on va dire que c'est assez stressant cette période parce que faut tout déménager, il faut que j'ai beaucoup de choses à jeter, à nettoyer, à donner, à vendre, etc. Donc c'est quand même pas mal de choses à gérer. Donc là du coup nous sommes dimanche et en fait dimanche prochain mon père arrive le soir en avion et ensuite on part le lundi. Donc on part le lundi, on s'est dit à peu près vers midi, à peu près, enfin en milieu de journée on va dire. Donc ouais, en gros lundi matin ça va être charger la voiture, ça va être faire l'état des lieux, rendre les clés de l'appartement. Donc lundi ça compte pas vraiment on va dire. Donc en gros j'ai une semaine pour tout finaliser dans mon appart et il y a beaucoup de choses encore à faire. Enfin, j'ai déjà bien avancé. Déjà, j'ai enlevé mon câble, j'ai enlevé mes plantes, j'ai enlevé mon cadre qui était là-bas. J'ai vidé mon meuble de pièces, là, de ma pièce principale. J'ai tout vidé. Mais là, aujourd'hui, j'aimerais bien vider tout, le meuble dans ma chambre et aussi ma cuisine. J'ai beaucoup de trucs à trier, à jeter, à donner, etc. Donc c'est le but d'aujourd'hui. En gros, j'aimerais bien vider tous mes meubles et qu'en fait, j'ai juste tout ce qui est nettoyage, etc. à faire. Même si la semaine prochaine, j'ai encore pas mal de choses, type stopper Internet, stopper les trucs de téléphone, machin, et porter des trucs un peu partout dans la ville. Enfin bref, j'ai encore beaucoup de choses à faire, mais déjà, si je peux vraiment vider tous mes meubles et ensuite juste avoir à faire, on va dire, un gros ménage, ce sera déjà ça de fait. Donc là, aujourd'hui, l'objectif, c'est ça. C'est de vider mes meubles dans la cuisine et dans la chambre. C'est les meubles qui restent à vider. Et ensuite on verra. Le gros nettoyage, je vais devoir le faire un petit peu au dernier moment aussi parce que si je nettoie tout maintenant, dans une semaine, ça sera plus propre. Il faudra que je refasse un ménage dans tous les cas. Donc je pense que genre le gros ménage de fond en comble, je vais le faire un peu au dernier moment. Mais du coup, il y a beaucoup de choses qui vont venir au dernier moment, donc ça va être un petit peu compliqué à gérer. Mais bon, on fait au mieux. Chacun son temps. Mais voilà, du coup, là, je m'embarque dans tout ce qui est vidage de mon meuble de chambre et de cuisine. Nous sommes dimanche 27 août
Et j'ai profité de ma petite pause pour vous faire un petit topo. Parce que là, clairement, je suis en plein jour de déménagement, ménage, tout, tout préparé parce que je pars demain. Je pars demain, je vais faire à peu près 13-14 heures. Donc là, il fait hyper chaud en plus, il fait 33 degrés, je suis en nage. Là, j'ai un petit peu essuyé ma tête, mais je dégoulinais. Et je pense que ça se voit que je dégoulinais. Attendez pour le dos. Voilà. Voilà, je suis pleine de sueur, mes épaules sont pleines de sueur. En fait, je suis des épaules et du dos, c'est impressionnant. Et de la tête aussi énormément, mais c'est vraiment les spots où je suis beaucoup. Bref, mais du coup, là, je suis en plein ménage, en plein jetage de trucs et tout. Enfin, j'arrête pas de faire des allers-retours à la poubelle, enfin, au truc de conteneur dehors. Là, je viens de laver ma salle de bain, j'ai fait la litière des chats. Enfin, là, c'est vraiment le dernier jour, en fait, où il faut vraiment que je finalise tout. Et j'ai mes coachings aussi à faire. Donc, il faut que je fasse ça après. Mais là, pour le moment, j'ai vu que j'ai un bon groove. J'y vais à fond pour tout jeter, tout préparer au max. Et ouais, du coup, là, je fais ça à fond. J'en peux plus. Je perds des litres de sueur en plus. Et aussi ce matin, du coup, j'ai fait mes toutes dernières photos et vidéos de mon physique en mode check-in. Donc bon, du coup, c'est mes dernières dans l'appart. Donc je voulais juste avoir une dernière photo. Du coup, c'était aussi ma dernière semaine de cycle et dernière semaine on va dire, prise de masse, etc. Parce qu'après, je vais être en France, donc forcément, pour m'entraîner, ça va être un petit peu en second plan, on va dire, pendant cette période de transition entre la Roumanie et l'Angleterre. Donc ça va être moins optimal, on va dire, ça va être plutôt de la maintenance. Donc voilà, je voulais voir un petit peu comment mon physique était, prendre ces dernières photos de bilan de fin, on va dire, de prise de masse optimale pour le moment, évidemment que je vais reprendre quand je serai installée en Angleterre, pour le côté optimal, on va dire, avant parce que là, ça va être, comme j'ai dit, une petite phase on va dire, de maintenance. Parce que autant pour la diète que pour l'entraînement, je ne vais pas pouvoir être aussi rigoureuse, on va dire. Ça va être plus flexible. Donc voilà, du coup, 74,8 kg ce matin. Après, j'ai mangé des papanaches hier soir. Et aussi, là, je suis hyper en mode stress et tout, donc je suis de la rétention d'eau de ouf. Et cette nuit, j'arrêtais pas de me lever pour aller boire de l'eau et tout. Enfin, je transpire vraiment la nuit parce qu'il fait très chaud. Bref, du coup, c'est clairement pas mon meilleur physique, mais je trouve que ça va quand même en termes de composition corporelle. Et voilà, du coup, j'ai fait ça ce matin. Et du coup, là, je suis en train de faire tout le ménage. Je cherche mon père ce soir à l'aéroport à 20h. Ça me laisse encore du temps pour finir de tout nettoyer. Et ouais, c'est une grosse journée là. Je vais me reprendre un Monster. C'est ma troisième, on va dire, dose de caféine. Mais ma dose de caféine, c'est beaucoup de caféine. Donc, mais bon, là, c'est nécessaire. Franchement, ça me booste bien parce que là, j'ai été hyper efficace. J'étais à fond. Donc, je reprends un petit Monster. Ça va aussi me désaltérer un petit peu. Et puis on continue tout ça. Bon, du coup, je suis actuellement en France. Le voyage s'est plutôt bien passé. J'ai juste pas du tout vlogué ces derniers jours parce que j'étais hyper chargée, j'avais plein de trucs à faire et aussi très fatiguée. J'avoue que j'ai pas mal de mal à me remettre de ce voyage en termes de fatigue en fait. Mais du coup là, aujourd'hui nous sommes dimanche. On est dimanche en fin de journée et je suis arrivée mardi soir à 22h40.
Donc ça fait quelques jours déjà que je suis en France. C'est juste que j'ai eu beaucoup de travail avec les coachings ces derniers temps. Donc beaucoup de coaching. J'ai dû aller m'entraîner, voir ma famille, essayer de dormir aussi. Bref, j'ai eu plein de trucs à faire en fait et j'ai juste pas pris le temps de vlogger. Mais me voici pour vous faire un petit résumé sur ce qui s'est passé dernièrement. Donc du coup j'ai tout rendu, tout l'appart, je vous ai montré complètement vide. Et ensuite nous sommes partis pour faire la route. J'ai conduit les 9 premières heures et on a eu quelques petits obstacles on va dire sur notre chemin en passant de la frontière roumaine. On est tombé sur un douanier vraiment relou. En fait, il n'y a qu'une seule frontière où on passe quand on traverse toute l'Europe. Enfin, une seule douane en fait, où on est arrêté, qu'on doit montrer les papiers et tout. C'est la frontière Roumanie-Hongrie. Et ils sont très relous. Et quand je suis passée, on a eu un douanier vraiment chiant, roumain, qui a vérifié tous les papiers et qui m'a dit bon par contre il y a un truc qui va pas, c'est que le service technique il expirait depuis 10 jours. Et j'étais en mode ok, j'étais pas au courant, enfin ma voiture est neuve en fait, donc j'ai jamais eu besoin de faire de service technique. Le premier service technique c'est après 4 ans. Donc du coup là, en fait j'aurais dû faire mon premier service technique, enfin ça a expiré, j'aurais dû le faire avant là les 10 jours. J'étais en mode ok bah alors ça je savais pas du tout. Donc voilà, du coup, il fallait faire le service technique qui a expiré que de 10 jours par rapport au moment où on passait la douane, en fait. Et du coup, il m'a dit, bah, il n'y a que 2 solutions. La première, c'est que de toute façon, tu passes pas et tu payes une amende. Et la deuxième, c'est que tu passes pas et que tu vas faire le contrôle technique et tu reviens plus tard. Et j'étais en mode, oui, dans tous les cas, je passe pas la frontière. Donc, il faut que je fasse le contrôle technique. Et il était 18h30, donc tard. Et bah forcément, généralement, les trucs de garage, contrôle technique, ils sont fermés à 18h en fait. Et j'ai regardé sur Google Maps, j'ai trouvé un service technique qui était pas très loin, qui finissait à 20h. Je les ai appelés, j'aurais demandé si je pouvais venir. Ils m'ont dit ok. J'ai conduit à toute vitesse là-bas. On a fait le contrôle technique en 20 minutes. Et ensuite, on est reparti directement à la frontière. Et en fait, on est tombé sur un autre douanier qui n'a même pas regardé les papiers de la voiture. Il n'a même pas regardé les papiers de la voiture. Donc ouais, en fait, j'aurais pu passer si j'avais eu un autre douanier qui était pas autant chiant, clairement, du premier coup. Mais bon, d'un côté, je me dis, c'est un mal pour un bien. Au moins, mon contrôle technique, il est à jour. Et tous mes papiers sont à jour, nickel, de la voiture. Donc ça, c'est cool. Mais ouais, du coup, la deuxième fois, en fait, on est passé. Il a même pas regardé les papiers de la voiture. Donc voilà. Et ensuite, du coup, ça nous a bien retardé de 2 heures. Ensuite, j'ai conduit une partie de la Hongrie. Mon père a conduit que 3 heures et il était fatigué, donc j'ai repris le volant parce que c'était hors de question de le laisser conduire alors qu'il piquait du nez, quoi. Enfin, qu'il était fatigué et qu'il ne pouvait plus conduire. Donc j'ai repris en Allemagne aussi et j'ai fait une grosse partie de l'Allemagne et ensuite mon père a conduit à peu près 6 heures. Et vers la fin, on a alterné peut-être... on faisait 2 heures chacun, 2 heures. Et ensuite, on allait à l'aéroport de Beauvais. Mon père a repris sa voiture parce qu'il était venu en avion de Beauvais à Cluj. Et là, du coup, on devait rechercher sa voiture à l'aéroport de Beauvais. Donc, on allait à Beauvais. Et ensuite, on était, lui, sa voiture, moi, ma voiture, pour finir les 2 heures de route. Donc, en fait, au total, on a combiné 32 heures de route. 32 heures de route au total, sans pause dans un hôtel pour dormir, en fait. Enfin, en gros, moi, j'ai dormi 2-3 heures, grand max. Ouais, 2-3 heures, vraiment grand max. Et j'ai conduit la plupart du temps. Je dois avoir conduit à peu près 20 heures. Et mon père a conduit 11-12 heures. Et il a dormi un peu plus. Il a dormi peut-être 4 heures, 4-5 heures. Ce qui n'est pas non plus énorme, hein, clairement pas. Mais au moins, du coup, on ne s'est pas arrêté. Moi, j'ai vraiment carburé aux boissons énergisantes. Enfin, j'ai bu plein de trucs du genre Monster et tout parce que moi aussi, j'étais fatiguée quand j'ai dû reprendre le volant en pleine nuit. Mais c'était hors de question de s'arrêter. Enfin, du coup, je me sentais quand même ok. Donc, j'ai juste bu à fond des boissons énergisantes et ça m'a vraiment bien maintenue. Et j'étais pas fatiguée. Enfin, j'ai vraiment bien tenu la route. Donc franchement, c'est cool. Ça s'est bien passé quand même.
Bon, on a failli aussi être en panne d'essence parce que mon père a oublié de s'arrêter pour refaire le plein. Il restait que 2 bars et en fait, le temps qu'on trouve une autre station-service, on était vraiment, je pense qu'il restait 1 litre dans mon réservoir. On a failli être en panne sur l'autoroute en France. Et on a eu aussi un accident, enfin pas nous, mais en Allemagne, il y a eu un accident qui nous a bloqué bien pendant 45 minutes à peu près. Donc voilà, et aussi les pauses avec les animaux c'était plus long, forcément, j'avais mes chats, donc fallait on sorte le chien, qu'ensuite on sorte un chat à la fois pour donner à boire, à manger, mettre dans la litière, l'autre chat, etc. Plus les pauses pour nous, pour faire pipi, pour se dégourdir les jambes, pour boire un café ou trucs comme ça. Donc du coup, en gros, c'était 22 heures de route sans s'arrêter, mais avec l'accident, le contrôle technique, les pauses, etc., ça nous a fait 32 heures au total. Donc voilà, du coup, un gros trajet. On est arrivé mardi à 22h40. J'ai pris un Airbnb. On a dormi là. Et là, je suis du coup dans mon Airbnb au Havre, en Haute-Normandie, en France. Et ouais, du coup, je me suis mis là parce que mon père déménage aussi en même temps. Là, ils ont emménagé dans la nouvelle maison ce week-end. Donc c'est vraiment le bordel un peu pour tout le monde. Du coup, je suis très bien dans mon Airbnb, tranquille, avec mes animaux, en centre-ville. Donc c'est facile pour moi d'aller à la salle, d'aller faire les courses, etc. Donc voilà, du coup, j'ai mon petit Airbnb que j'ai pris jusqu'au 8 septembre parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire. Parce que là, en fait, il y a beaucoup d'inconnus. En fait, pour partir en Angleterre, il faut que j'ai mon visa de travail. Et en gros, la procédure, c'est qu'en tant que vétérinaire, je dois m'inscrire à l'ordre des vétérinaires en Angleterre, parce que je vais travailler en Angleterre. Donc je m'inscris à l'ordre des vétérinaires, ça, tous les vétos doivent le faire, s'inscrire dans l'ordre du pays où ils vont travailler. Donc s'inscrire à l'ordre, ça c'est ce que j'ai fait. J'ai tout envoyé le 25 juillet et ça avait dit en délai 4 à 6 semaines pour avoir un retour. Et là, en fait, ça faisait genre 5 semaines et demie, rien. Et j'ai envoyé un mail en fait vendredi en mode bon les gars là, vous pouvez pas me donner une réponse, ça serait cool, j'ai besoin d'une réponse rapidement. Et ils m'ont dit ah bah on n'arrive pas à ouvrir les images et tout, les trucs que vous avez envoyés. Et j'ai en mode ok, donc là en fait ils me disent que maintenant qu'ils n'arrivent pas à ouvrir les trucs, ça veut dire qu'ils ont même pas regardé avant ce que j'ai envoyé en fait. Enfin, j'ai en mode c'est vraiment du foutage de gueule, ils travaillent que 3 jours par semaine. Genre bref. Donc, du coup, je leur ai tout renvoyé par mail. Pas eu de retour par rapport à ça. Donc là, on est dimanche, donc évidemment, ils ne travaillent pas le week-end. Mais demain, je vais envoyer un mail pour leur dire bon, par contre, ce serait cool d'avoir une réponse rapidement, en fait. Parce que il faut que j'ai la réponse de l'ordre. Dès que je suis inscrite à l'ordre, il faut que je contacte ma clinique pour qu'ils me sponsorisent pour mon visa. Donc, ils vont me sponsoriser tout pour le visa, c'est-à-dire que la clinique où je vais travailler va me permettre d'avoir un visa plus rapidement en me sponsorisant. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est pour avoir un visa plus rapidement. Donc il faut que j'ai ça, ça prend à peu près 1 ou 2 jours. Et ensuite, je peux continuer mon inscription pour le visa. Et dès que j'ai fini mon inscription, je peux demander un visa express et payer du coup pour un visa express qui coûte à peu près 600 € pour l'avoir en 5 jours. Et dès que je l'ai, je peux partir. Mais il y a encore tellement d'inconnus. Enfin, en fait, à chaque étape, il y a une inconnue. Je ne sais pas s'il faut que j'aille à Paris pour donner mon passeport, pour avoir le visa, ou si je peux l'avoir directement en ligne. Ça, je le saurai que quand j'aurai fini mon inscription. Je ne sais pas, peut-être que je peux aussi potentiellement quand même partir en Angleterre, même si la demande est en cours, mais que je n'ai pas encore reçu le visa. Potentiellement, je peux quand même y aller en tant que touriste et ensuite avoir mon visa de travail. Enfin, il y a plein d'inconnus, mais je ne sais pas encore quand je pars de France, je ne sais pas encore quand je vais avoir mon visa, quand je vais pouvoir commencer à travailler, etc. Donc c'est très énervant, très frustrant, parce que là, ça ne dépend pas de moi, donc à part attendre et espérer qu'ils se bougent les fesses, je ne peux pas faire grand-chose de plus. Donc voilà, du coup, je suis encore dans l'attente. Je ne sais pas quand je vais pouvoir partir de France. Là, franchement, j'espère partir le plus tôt possible. Mais bon, on verra. Au plus tard, ça sera mi-septembre, genre le 15-16 septembre. Mais j'espère vraiment pouvoir partir avant. Et voilà. Du coup, voilà ma situation actuelle.
Et ouais, c'est juste que la France, c'est pas un pays dans lequel je me sens bien particulièrement. C'est pas du tout un pays où je veux rester. Là, déjà là, ça fait quoi? Ça fait même pas une semaine. J'en ai déjà marre, j'ai envie de partir. Euh, j'aime, je sais pas, j'aime pas comment je pourrais dire, mais c'est juste la vibe en fait. La vibe, l'état d'esprit. Je sais pas, je me sens pas bien ici. Je me sens pas bien ici. Et je me sentais beaucoup mieux en Roumanie. Et je sais que je vais me sentir beaucoup mieux en Angleterre. Mais ouais, ici, je me sens pas forcément vraiment bien. Et aussi, je pense que le fait que tout ce qui est, on va dire, bodybuilding et tout, ça soit si sous-développé en France, je pense que ça influence aussi beaucoup, évidemment, mon ressenti parce que une grosse partie de ma vie, c'est ça, en fait. Et là, par exemple, les salles de sport, franchement, c'est nul. C'est nul, nul, nul en France. Les salles de sport sont vraiment nulles, nulles, nulles en France. Et ouais, du coup, ça donne pas envie, en fait. Je me sens pas du tout dans un environnement qui est positif, qui me donne envie d'être à fond. Genre là, depuis mardi, j'ai vu 0 personne musclée, vraiment musclée et tout, autant à la salle que dehors. C'est vraiment tellement une minorité, le bodybuilding ici. C'est tellement sous-développé en fait. C'est vraiment, ici c'est quasiment que genre remise en forme, crossfit, vraiment les trucs genre renforcement musculaire et tout, mais c'est pas bodybuilding, c'est pas musculation. Et du coup, même dans les salles, clairement, le niveau il est médiocre en fait. Le niveau des personnes qui s'entraînent, c'est pas du tout, c'est pas des vrais pratiquants de musculation, de bodybuilding, clairement pas. Et même les machines, l'équipement, franchement, il est nul quoi. Et les grosses chaînes, c'est Fitness Park et Basic Fit qui sont vraiment pas bien en termes d'équipement. Je le sais parce que mes coachés s'entraînent majoritairement dans ces salles parce que c'est les salles qui a le plus en France, donc parfois il n'y a pas trop le choix et c'est la meilleure option par rapport à ce qu'ils ont accès. Mais là même là, je suis allée dans une autre salle parce que j'avais pas envie justement d'aller dans Basic Fit ou quoi. Je suis allée dans une autre salle qui n'est pas du coup une chaîne et franchement c'est pas mieux clairement. C'est pas mieux du tout. Donc ouais, c'est un petit peu dommage, je trouve, que ça soit si sous-développé en France. Et ouais, là, par exemple, plusieurs fois, on m'a fait des commentaires, entre guillemets, sur mon physique positifs, en me disant « Waouh, t'es vachement musclé et tout ». Et en fait, je me sens vraiment, genre, un peu comme un ovni ici, parce que je sens que j'ai plein de regards sur moi, en fait, quand je marche dehors et tout. J'ai je vois bien les gens qui me regardent et tout, à la salle aussi. Et à la salle, je vois bien que je suis la seule qui m'entraîne sérieusement, en fait. Je suis vraiment la seule qui m'entraîne sérieusement. Et, et ouais, du coup, c'est pas un environnement qui donne envie de se donner à fond, clairement. Et c'est pas un environnement qui me plaît, dans lequel je me sens bien. Donc voilà. Alors qu'en Roumanie, clairement, les salles sont géniales. Il y a plein de personnes qui s'entraînent vraiment sérieusement. La communauté de bodybuilding, elle est vachement plus importante. C'est pas non plus la majorité du pays, évidemment, mais c'est une communauté qui est assez importante et qui se développe de plus en plus. Et même, en Angleterre, c'est encore mieux. Il y a vraiment cette culture de bodybuilding. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui s'entraînent très sérieusement, beaucoup de compétiteurs, etc. Donc autant en Roumanie qu'en Angleterre, il y a vraiment une grosse communauté bodybuilding. Et du coup, moi, je me sens super bien là-bas. Alors que ici, franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc ouais, je pense que c'est aussi pour ça que je suis pas épanouie en France. C'est juste que c'est tellement une grosse partie de ma vie que si les salles sont pourries et que je suis pas dans un environnement avec des personnes qui en veulent autant que moi, en vrai, ça me motive pas. C'est pas... Je vais à la salle, je suis en mode, j'y vais, mais je suis pas en mode, ouais, je vais défoncer la séance et tout, en fait. Parce que l'équipement, il est pas ouf. Donc voilà. Voilà. Du coup, j'espère pouvoir assez rapidement partir de France, le plus rapidement possible, et partir en Angleterre. Et du coup, je vais partir avec mes animaux en voiture toute seule en Angleterre. Ce sera à peu près
Du coup, c'est 9 heures sans pause. Donc, je pense que ça va me prendre à peu près 11 heures pour y aller. Et ouais. Après, il me faudra pas mal de temps pour m'installer aussi. Mais voilà les news. Donc, priez pour moi, pour que j'ai tous les trucs de visa et tout fait le plus rapidement possible et que je puisse partir le plus rapidement possible en Angleterre. Mais ouais, là, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de partir. Ce vlog va un petit peu dans tous les sens, mais c'est exactement en accord avec ma vie actuellement, qui est aussi clairement dans tous les sens. Il s'est passé encore pas mal de trucs pourris dernièrement. Vraiment, je n'arrête pas de cumuler des situations de merde. Je trouve ça incroyable. Déjà, premier truc qui est visuel, regardez mes 2 yeux. Celui-là, la paupière du haut, elle est hyper gonflée et là, elle a bien dégonflé. Mais je me suis fait piquer par un moustique sur la paupière du haut. Genre, regardez comme c'est gonflé là. Et ce matin, j'étais comme ça. Donc voilà, je me suis fait attaquer par un moustique cette nuit. Il m'a piqué partout, ainsi que sur cette paupière. Donc génial. Premier truc, la nuit dernière, donc enfin pas cette nuit-là, mais la nuit d'avant, j'ai dormi dans ma voiture pendant 1 heure, c'est tout, parce que j'ai pas réussi à dormir plus. Parce que j'étais enfermée dehors de mon Airbnb. Donc en fait, mon Airbnb, la porte, c'est un code. Enfin, c'est un espèce de... Je vais vous montrer. Alors du coup, voici la porte et comment ça fonctionne. Donc c'est avec un code en fait à taper. Et c'est comme ça qu'on ouvre la porte. Donc c'est une serrure comme ça. Donc avant-hier soir, je sors Athéna pour sa petite balade du pipi. Et du coup, je prends pas mon téléphone parce que je la sors pour même pas 5 minutes, quoi. C'est juste qu'elle fasse pipi avant que j'aille me coucher. Donc je sors Athéna, juste avec ma petite banane parce que je prends toujours les sacs à caca avec moi dans ma petite banane. Et j'ai aussi mes clés de voiture, heureusement, dans cette banane. Vous verrez pourquoi c'est important pour la suite. Mais du coup, je descends comme ça. Et je remonte, je fais le code. Et en fait, le truc ne s'allume pas. Par exemple, là, quand j'ai touché, il y a une petite lumière bleue qui s'est mise. Mais là, pas de lumière. Et ça faisait rien du tout. J'étais en mode, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc ça ne marche pas, ça s'ouvre pas, je teste plein de fois, j'appuie dessus, j'essaie d'ouvrir la porte, de fracasser la porte, ça ne fonctionne pas. Et, et du coup, je me dis, bah merde, en plus mon téléphone est dans l'appart, tout est dans l'appart. J'ai juste dehors avec mon chien en fait, voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, il faut que j'appelle la personne qui est en charge de l'Airbnb. Je sais qu'au-dessus de moi, c'est aussi un Airbnb, donc je monte au-dessus, je toque à la porte. Et heureusement, il y avait un petit monsieur qui était là. Je lui ai demandé si du coup il pouvait appeler la gérante, parce qu'on a la même gérante. Donc il l'appelle, enfin il essaie de l'appeler et personne ne répond. Donc ensuite, on essaie d'appeler l'autre, parce qu'il y a un autre gérant, enfin c'est une espèce de réseau, il y a plusieurs Airbnb qui sont gérés par la même entreprise. Donc on essaie d'appeler non pas la proprio, mais l'entreprise. Aucun ne répond. Après, il était 23h30, ok. Mais ça n'empêche que l'entreprise, ils mettent bien sur leur site qu'ils sont disponibles 24h sur 24, 6 jours sur 7. Et ce n'était clairement pas le cas. Voilà. Donc voilà, pas de réponse, rien. On a même essayé d'appeler des serruriers, 24-24, personne ne répondait aussi. J'ai même fini par appeler la police pour leur demander s'il n'y avait pas un numéro de serrurier, parce que vu qu'ils ont peut-être besoin pour rentrer dans des endroits et tout, de péter des portes ou quoi, ou des problèmes de serrure, bref, je me suis dit peut-être qu'ils ont des contacts de serruriers justement qui travaillent aussi la nuit. Et ils m'ont dit, bah non, du coup, maintenant, on n'a plus personne, ça fait quelques années qu'on travaille plus avec les serruriers, souvent, ils nous répondent même plus et tout, bref. Donc, du coup, il m'a dit, en gros, on peut rien faire pour vous. Donc, j'étais en mode super. Et en fait, la seule option que j'avais, du coup, c'était de dormir dans ma voiture. Heureusement, j'avais mes clés de voiture, du coup, c'est ça qui m'a un peu sauvé la vie. Parce que j'aurais même pas pu aller dans son hôtel, vu que je n'avais pas de téléphone, ni mes papiers, ni rien sur moi pour payer quoi que ce soit. Le mec de l'Airbnb m'a donné de l'eau. Il m'a donné aussi de 10 euros. Il m'a dépanné de 10 euros pour que je m'achète un truc à manger, parce que j'avais rien mangé du tout le soir. En fait, j'allais manger justement après. Mais bref, donc voilà. Et ensuite, du coup, je suis partie vers ma voiture. Je suis allée dans la petite épicerie qui est juste à côté, en bas de l'immeuble, pour acheter du pain de mie et du thon. Alors, en mode guide de survie, il me faut juste des protéines et un truc assez consistant. Donc, je me suis fait des sandwichs pain de mie complet avec du thon. Genre rien d'autre, juste du thon en boîte et du pain de mie. En même temps, avec 10 euros, je peux pas acheter grand-chose. Mais je préfère acheter ça que genre des biscuits, quoi, clairement.
Donc voilà, au moins j'ai eu ma petite portion de protéines. Et en fait, après je suis allée me coucher dans ma voiture, avec Ethéna dans le coffre et moi j'étais sur la banquette arrière. Et le truc c'est que, dormir en parce que là je suis en plein centre-ville, dans les rues piétonnes, enfin pas piéton, mais enfin bref, je suis vraiment en plein centre-ville. Hem, c'est un peu difficile de dormir. Il y a du bruit et cetera, on entend des gens qui passent et tout, enfin. Et en plus, vu que justement j'ai dit qu'il y avait une petite épicerie, c'est une épicerie ouverte 24/24, y compris la nuit. Et du coup, j'ai eu le droit à tous les gens bourrés, à tous les mecs chelous qui allaient acheter de l'alcool en pleine nuit, plus des gens qui fumaient des joints à l'épicerie, bref. Donc on va dire, je me sentais pas hyper en sécurité, sachant qu'en plus il fait extrêmement chaud actuellement. Il fait 29 degrés, donc j'ai dormi avec les fenêtres un peu ouvertes parce que je mourais de chaud dans la voiture. Euh, Athéna aussi, on était toutes les deux en mode air, donc j'ouvrais les fenêtres quand même pas mal pour pouvoir avoir de la ventilation. Et bon, après avec Athéna, elle défend vachement bien et tout, donc je sais qu'il n'y a pas de souci et qu'elle est là aussi pour m'aider à me défendre si besoin. Mais voilà, le fait d'entendre les gens bourrés papoter à 3-4 mètres de ma voiture, moi avec les fenêtres ouvertes, toute seule dans ma voiture, sur la banquette et tout, bref, c'était pas hyper safe. Et à un moment, du coup, le mec de l'épicerie il est venu me voir, il m'a demandé ça va et tout, enfin, tout va bien. Et je lui dis oui, oui, non, c'est juste que je suis bloquée de mon Airbnb. Et très gentil, il m'a apporté une bouteille d'eau, donc voilà, gratos et tout, il me l'a apporté, donc très gentil. Qui s'appelle en plus Eleonore, enfin marqué dessus Eleonore, donc l'ironie du truc. C'est une bouteille cristalline avec mon nom dessus, bref. Et ensuite, le matin, du coup, on s'est dit, bon, à 7h, on essaye de réappeler les gens qui gèrent l'appart. Parce que, bon, à 7h, ils devraient au moins répondre au téléphone, être réveillés ou quoi. Et du coup, on essaie d'appeler, rien, toujours personne ne répond. Et en fait, pour la, je sais pas, centième fois, j'essaie de refaire le code. Et ça a marché, par miracle. Ça a marché et j'ai réussi à rentrer dans l'appart. Et depuis, ça a continué de marcher. Mais là, la dame est passée aujourd'hui pour changer les piles, parce que ça marche avec des piles en fait. Ça marche avec des piles, elle a changé les piles et là, du coup, c'est bon, il n'y a plus de soucis, ça va bien fonctionner. Mais voilà, du coup, j'ai quasiment pas dormi et en plus sur ma banquette de voiture. Et voilà, et du coup, après ça, j'ai eu un appel avec une de mes coachées pour son posing. Elle est en pleine peak week, donc évidemment, faut que je sois vraiment présente et tout. C'est très important comme semaine, il y a pas mal de trucs à gérer et ajuster au jour le jour. Donc là, hier matin, on a fait notre petite call, enfin enregistrement tout de posing pour voir ça ensemble une dernière fois avant sa compète, samedi. Donc voilà, tout est nickel, elle est prête et tout est ok. Mais du coup, j'ai pas du tout dormi en fait à ce moment-là parce que forcément, il fallait que je sois présente à 9h pour s'appeler. Et ensuite, j'ai dormi genre 1 heure avant de prendre la route pour aller à Caen. Donc Le Havre-Caen, c'est à peu près 1h15 de route pour aller voir ma tante et ensuite revenir. Donc c'était vraiment une grosse journée très très fatigante. Enfin, faire quand même pas mal de route après avoir quasiment pas dormi, c'était un petit peu fatigant. Mais voilà, du coup là, cette nuit par contre, j'ai vraiment bien dormi. Je crois que j'ai dormi genre 10 heures. Donc ouais, j'ai rattrapé un petit peu, mais j'en peux plus, il m'arrive que des trucs de merde en fait. Enfin, c'est impressionnant. Et là, mon visa et tout, ça prend énormément de retard. Déjà, mon inscription à l'ordre, il mettait en délai 4 à 6 semaines. Et moi, ça a pris 6 semaines pour être inscrite. Donc officiellement depuis mardi, donc depuis 2 jours, je suis inscrite à l'ordre des vétérinaires en Angleterre. Donc ça, c'est très très bien, une très bonne chose de faite. Donc je suis inscrite à l'ordre. Maintenant, là, l'étape numéro 2, c'est que mon visa soit sponsorisé. Donc c'est ma clinique qui fait la demande de sponsorisation. Et sur Internet, c'est marqué que normalement, en un jour ouvré, c'est fait. Mais quand j'ai demandé à ma patronne si elle avait une idée de la durée que ça allait prendre, elle m'a dit que apparemment c'était 10 à 14 jours. 10 à 14 jours au lieu de un jour qui était annoncé en fait. Donc ouais, c'est compliqué.
Et ensuite, dès que j'ai cette sponsorisation, je peux continuer mon inscription pour le visa. Donc ouais, voilà. Et j'ai ma pote qui a fait sa sponsorisation jeudi dernier. Donc là, ça fait une semaine et elle a toujours pas de réponse. En fait, elle a toujours pas sa sponsorisation alors que ça fait une semaine. Donc je pense qu'en effet, les délais sont bien de 10 à 14 jours. Et que je ne peux pas compter sur avoir une sponsorisation en un jour et que je vais attendre encore 10 jours pour avoir ma putain de sponsorisation. Et ensuite, c'est 5 jours ouvrés pour le visa en express. Donc là, en fait, j'en ai encore bien pour 15 jours, quoi. Encore 2 semaines. Là, j'en ai encore pour bien 2 semaines, quoi. Donc en fait, moi qui pensais rester 2 semaines en France, je vais rester 1 mois en France. Ce que je trouve horrible. Parce que, comme je l'ai dit juste avant, je me sens pas bien ici. Je n'aime pas ce pays. Je ne veux pas rester en France. Je veux juste partir. Je veux me poser. Je vais être en Angleterre. Enfin, et il y a encore plein de démarches et tout qui vont être à faire plus tard, quand je serai en Angleterre. Donc voilà. Du coup, pour le moment, je reste dans cet Airbnb. Je l'ai prolongé du coup jusqu'au 22 septembre parce qu'en fait, ça se terminait demain. Et là, vu que je vais rester encore au moins 2 semaines ici, je l'ai prolongé jusqu'au 22 septembre. Donc au moins, c'est cool, j'ai pas besoin de changer d'Airbnb. Il est pas cher, donc c'est un des moins chers qu'il y a. Donc ça vaut vraiment le coup et il est très bien placé. Donc voilà, du coup tant mieux, ça c'est fait. Donc j'ai prolongé mon Airbnb. J'espère que le 22 septembre, ou même j'espère avant, je pourrai partir. Mais ouais, j'avoue que c'est compliqué en ce moment. Il m'arrive plein de merde. Et à côté de ça, tout ce qui est administratif pour aller en Angleterre, il y a plein de retards et tout, de galères. Donc c'est difficile. Franchement, c'est difficile mentalement. C'est très stressant. J'ai pas de situation stable. J'ai juste envie de me casser de la France. Mais bon, on fait comme on peut. Chaque chose en son temps. Je gère chaque truc à la fois et je fais au mieux tout simplement. Et puis on verra comment ça évolue.